Sébastien Lévesque, comment vas-tu? Ça va très bien, et toi, Émile Gauthier? Ça va très bien puisque notre livre 13 histoires étranges de l'ère numérique, illustré par Ron et édité chez les Éditions de l'Homme, est maintenant disponible partout au Québec en version papier et numérique. Il est possible dès maintenant de vous le procurer chez votre libraire préféré ou encore via les plus grandes boutiques en ligne. Et en plus de ça, les Européens peuvent désormais le précommander sur le site leslibraires.fr afin de l'obtenir dès sa sortie. Chers distordus d'Europe, réservez votre copie dès maintenant sur le site leslibraires.fr. On vous remercie énormément de votre soutien et bonne écoute. Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... Recently, Narumi did some bad things which are costing her to follow some conditions in order to keep this relationship. That the conditions are applicable, some of them for her whole stay in France and some others actually forever. Des histoires étranges de l'ère numérique. Plusieurs étudiants étrangers rejoignent chaque année le campus de l'Université de Franche-Comté à Besançon pour y étudier les langues. Ce fut le cas de la jeune Narumi Kurosaki, arrivée fraîchement du Japon afin d'apprendre le français et de découvrir l'Europe. Hélas, après une rencontre inattendue avec son ex-petite amie, Narumi ne sera plus jamais revue. Les traces numériques permettent aux enquêteurs de cibler un potentiel coupable. Mais encore, est-il possible de prouver un meurtre sans cadavre? Sébastien Lévesque, comment ça va ce soir? Ça va bien et toi, Émile Gauthier? Ça va très bien parce qu'on fait un épisode hors saison. Oui. En plus, c'est une suggestion d'une auditrice, oui. Il me semble. J'ai pas réussi à retrouver le message exactement. Donc, si tu sais qui tu es, fais-nous signe, auditrice mystère. Mais en fait, c'est une histoire vraiment triste. L'histoire de la jeune Narumi Kurosaki, une japonaise qui est allée étudier à Besançon et qui n'a pas été revue. Il y a un suspect qui est vraiment là, dans la mire des enquêteurs, mais ils n'arrivent pas à le coincer pour plein de raisons géopolitiques et diplomatiques. On va en reparler plus tard, vous allez voir, parce que le potentiel coupable est en fait un Chilien et il n'y a pas de traité d'extradition entre la France et le Chili. Donc, un dossier assez complexe à ce niveau-là. Puis beaucoup de preuves numériques aussi, de vidéos qui ont été publiées, plein de choses qui ont servi là, à établir là, un bon lot de preuves dans cette histoire-là. Et aussi, ça soulève un débat qui est à savoir, est-ce qu'on peut accuser quelqu'un d'un meurtre sans avoir le cadavre de la victime? Oui, exact. Puis c'est une question qui est pas si simple que ça à répondre. Puis on va y revenir un peu plus tard. Il y a eu quelques exemples de crimes de gens qui ont été condamnés pour ça, mais ça reste un élément qui est un élément clé, hein, on s'entend dans le meurtre ou du moins la disparition / meurtre de quelqu'un, pas de cadavre. C'est vraiment dur d'inculper quelqu'un, et vous allez le voir dans le cas actuel, ça a été vraiment malgré les problèmes géopolitiques comme Émile parlait, mais un des enjeux était le fait qu'il n'y ait pas de cadavre. Exactement. Et pour la justice chilienne, c'était difficile pour eux on dirait de croire les enquêteurs français par rapport à ce cas-là. On vous en dit pas plus. Oui, et ça nous fait plaisir. En fait, on sort cet épisode-là parce que, en fait, on part dans une mini-tournée, Seb et moi. Yeah. Vous allez voir, il se passe beaucoup de choses. En fait, notre livre est disponible partout. Vous allez voir, en Europe, ça sort le 11 avril en version papier. C'est déjà disponible en version électronique en Europe chez Hachette. Oui. Donc, le super éditeur Hachette qui s'occupe de distribuer notre version électronique en France, en Europe, et puis aux 100 premiers acheteurs là, de la version e-book du livre de Distorsion 13 histoires étranges de l'ère numérique, il y a une affiche collector qui est numérotée et signée qui va être remise là, aux
aux 100 premiers acheteurs de la version e-book chez Hachette. Donc, vous pouvez aller voir sur le site de Hachette et chercher Distorsion. C'est une belle promo. Sinon, au Québec, le livre est disponible vraiment partout. Merci à ceux qui nous ont soutenus. Merci à ceux qui sont venus au lancement. Pour nous, ça a été fantastique de vous voir. Et puis là, justement, la semaine prochaine, donc le 11 avril, Seb et moi, on va être à Paris pour rencontrer les médias, rencontrer des partenaires et vous rencontrer vous aussi, les Distordus, parce que le 11 avril au soir, ça se passe à l'Assassin. C'est un chouette bar là où on est allé l'an dernier qui est super avec un bon choix de bière. Et là, à l'Assassin, à compter de 19h, Seb et moi, on va être là avec Ron aussi qui a illustré le livre. Donc, on va pouvoir faire des dédicaces, prendre un verre ensemble, vous rencontrer. C'est gratuit. On sait qu'il y a d'autres invités là, surprises là, que vous connaissez sans doute là, qui vont se joindre à nous. Donc, ça risque d'être une soirée très très intéressante à l'Assassin le 11 avril prochain. Sinon, tout de suite après, on est à Québec pour le Salon du Livre, 13 et 14 avril, tout le week-end. Vous allez voir, on va publier là, sur les réseaux sociaux les heures de nos séances de dédicaces, mais on est là presque toute la journée. Oui, en fait, oui, tout quand le week-end. même. Oui, on a 2 gros blocs chaque journée, là, le samedi et le dimanche. Oui, exactement. Et le samedi soir, donc le 13 avril, on fait un meet-up à Québec, à la Corrigan, à 21h. Donc, venez nous rencontrer encore une fois. Je pense qu'il y a plein de gens de Québec qui aimeraient nous voir. Puis nous, on a vécu longtemps là aussi, Seb, donc on risque de revoir des vieux amis. Et ça risque d'être fort agréable. Et on termine tout ça, en fait, le 20 avril, samedi soir, dans le vieux hall, donc tout près d'Ottawa et de Gatineau. On donne une performance au festival Transistor à 22h, comment disparaître à l'ère numérique. Donc la première performance live de Distorsion qu'on va faire devant public. On est bien excités aussi. Oui, vraiment. On espère que vous y êtes. Et c'est gratuit en Transistor aussi, hein, si vous voulez vous pointer. Là, donc il y a pas d'entrée ou de billet ou quoi que ce soit. Là, vous venez sur place et on vous accueillera. Exactement. Et tous nos meet-ups sont gratuits aussi, en passant. Bien sûr. Vous pouvez venir nous voir. On va avoir des surprises sûrement aussi avec nous. Et puis donc prenez en note toutes ces dates-là. Ils sont déjà sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, Twitter. Vous pouvez trouver toutes ces dates importantes-là. Bref, on se déplace énormément dans le prochain mois. On a bien hâte. On a vraiment hâte de vous voir. Puis on a vraiment hâte de prendre un verre avec vous. Parlant de verre, Seb, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? On a une bière spéciale. Oui, absolument. On boit aujourd'hui la Dubel, qui est une bière brune de tradition belge. Et sa particularité, c'est qu'elle a été vieillie dans une barrique en fût de chêne qui a servi à faire du rhum. Puis elle a été vieillie pendant 12 mois. Ça lui donne... On le goûte, hein? Ah oui, et puis elle a été mélangée avec une bière plus jeune. Et c'est ce qui fait vraiment un mélange très, très bon. Ça goûte bien le rhum. C'est une bière extra forte à 8,8% d'alcool. Oh yes! Quand même, là, c'est une bière d'homme. Et cette bière-là, elle nous a été offerte par la jeune microbrasserie, en fait, la coopérative Pibrac, qui est située au Saguenay. Oui. Et cette bière a été offerte par Philippe, qui nous a offert la bière par la tournée de bière, en fait. Donc, si vous voulez faire comme Philippe et nous offrir de la bière comme à l'habitude, ben vous savez quoi faire. Vous avez l'option tournée de bière sur le site de distorsionpodcast.com. Exact. Ou vous pouvez nous envoyer des suggestions de bière par les messages réguliers. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir des suggestions et quand le moment viendra, eh bien, peut-être ça sera la bière de la semaine. Yes. Toutes nos bières, en passant, transigent par le biérologue, là, qui est notre boutique de bière préférée à Montréal, sur Ontario, près du marché Maisonneuve, dans Hochelaga Maisonneuve. On a un shout-out aussi 5 étoiles, qui nous vient de Fragola 7388 sur Apple Podcast, qui nous dit « Un plaisir à écouter. Rien de tel qu'un petit disto pour faire la cuisine ou profiter du soleil en terrasse. » On a hâte, hein? Ça s'en vient. Hein? Oui, et merci à toi, Fragola, ça fait chaud au cœur. Pour nous, ça nous aide toujours d'avoir des reviews 5 étoiles. Et puis en passant, là, on est à quelques reviews d'avoir le 1000 reviews total. Et là, vraiment, on s'attendait pas à ça. On a regardé ça ce matin, moi et Seb, on a presque atteint le 1000 reviews 5 étoiles. Donc merci vraiment à ceux qui nous donnent des reviews sur toutes les plateformes, là, que ce soit Apple Podcast ou Stitcher ou Podcast Addict et tout ça. Là. Et merci beaucoup. Donc, peut-être que cette semaine, on va atteindre le 1000 reviews 5 étoiles. Si vous l'avez pas fait, ben c'est le bon moment pour aller nous donner un review. Exactement. Et là, Seb, ça fait longtemps là, qu'on avait hâte de reprendre du micro puis d'enregistrer ce hors-saison. Est-ce qu'on est prêt à se lancer dans l'histoire tragique de Narumi Kurosaki? Oui, monsieur. C'est parti.
Narumi Kurosaki, 21 ans, est une jeune étudiante japonaise qui arrive tout droit de son université de Tsukuba, dans la région de Tokyo, pour la rentrée de septembre. Elle est inscrite au Centre de linguistique appliquée de Besançon, en France, où elle doit étudier le français. Son objectif est éventuellement de commencer à étudier le droit. Narumi est une élève modèle. Elle a d'ailleurs reçu des bourses d'études de son université japonaise à Tsukuba. D'origine modeste, la jeune femme était présentée comme joviale, dynamique et enthousiaste à l'idée de découvrir la France et le reste de l'Europe. Il s'agit d'une magnifique jeune fille souriante, sportive, aux traits asiatiques magnifiques et avec ses cheveux noirs qui tombent aux épaules. Son semestre universitaire se déroule sur 1 an, donc elle est bien partie pour vivre une année d'exploration de la France et de l'Europe, étant donné que, on le sait, tous les pays sont assez près les uns des autres. Absolument. Dans un contexte de dépaysement total, bien loin de son Japon natal. Narumi est de nature discrète, mais elle est très sociable et dynamique. Elle ose aller vers les gens et il ne prend pas trop de temps pour qu'elle se fasse des amis. Entre autres, elle rencontre 2 jeunes filles originaires de la même ville qu'elle au Japon, avec qui elle entretient une amitié. Et tiens, je pensais que ça pouvait être intéressant pour nous mettre en contexte de parler un peu de la ville de Besançon et du fameux centre de linguistique appliquée. Ce centre-là, le CLA de l'Université de Franche-Comté, accueille à chaque année plus de 4000 étudiants arrivant de partout de par le monde. Il est réputé pour ses hauts standards en matière d'études linguistiques parce qu'on y enseigne plein de langues différentes, dont le français, mais aussi l'allemand, l'espagnol. Okay. Donc, c'est vraiment un centre de linguistique reconnu. Et aussi, entre autres, une des raisons pour laquelle ce centre-là est connu au Japon, on va dire pourquoi une japonaise va à Besançon, qui est une petite ville, pour étudier ça. Eh bien, en fait, la raison pour laquelle c'est connu au Japon, c'est que la princesse Masako, en fait, qui est la femme de l'héritier du trône japonais actuellement, c'est là qu'elle y a fait ses études en langue, elle aussi. Donc, ça entretient un genre d'aura autour de cette université-là pour les Japonais. La ville de Besançon, elle, c'est une magnifique commune de l'Est de la France qui est collée sur la Suisse et traversée par un fleuve, le Doubs. On y compte environ 116 000 habitants. Il s'agit d'une ville majoritairement universitaire où il fait bon vivre et plus de 40 000 étudiants y résident et y font leurs études. Donc c'est quand même beaucoup, c'est presque la moitié de la population totale. Très peu de crimes sont commis dans cette ville qui est en général très très tranquille. C'est magnifique. Je suis jamais allé, mais ce que j'ai vu pour la recherche pour l'épisode, ça semble être une très belle petite ville. Ouais, bien d'accord. Narumi est assez présente sur les réseaux sociaux. Elle entretient un profil Facebook très actif où elle a 873 amis. Le 16 septembre 2016, elle va publier une photo de profil avec une amie sur le campus de l'Université de Franche-Comté. Le 18 septembre 2016, elle change sa photo de couverture pour un jardin fleuri avec la mention Besançon, France dans la description. Donc, elle semble quand même bien aimer son séjour jusqu'à présent. Le 4 novembre, elle publie une nouvelle photo de profil avec la mention en français « Je suis simplement contente que j'ai la chance de découvrir nouveaux endroits et de savoir ce qui se passe dans le monde. » Donc, elle a écrit ça en japonais et en français. Oui, les deux. Donc, on voit qu'après quelques semaines, bon, c'est pas parfait comme français. Elle a peut-être utilisé Google Translate aussi à ce point-là. Oui. Mais bon, elle a quand même fait une petite description en français qui se tient. Sur cette photo-là, en fait, elle est toute souriante. Elle a une bière à la main, une trappiste West Mallet, en fait, une bière belge qui est pas trop loin de ce qu'on boit en ce moment. En fait. Exact. Entre-temps, elle s'inscrit à des cours de danse urbaine, comme elle fait dans toutes les villes où elle a étudié dans le passé. Elle a d'ailleurs fait un autre stage en Australie plus tôt au cours de ses études. Elle rejoint donc le groupe de danse Naka Dance Crew qui prennent part à toutes sortes d'activités et qui organisent des performances dans la région de Besançon et un peu au-delà. Pour elle, c'est l'endroit parfait pour se faire de nouveaux amis et de pratiquer son français, puis aussi de rester active. Au fil du temps, quelque part en septembre, elle fait la rencontre d'un garçon français avec qui elle débute une relation amoureuse. Toutefois, Narumi sort d'une relation tout de même assez longue avec un autre étudiant qu'elle a rencontré au Japon, un Chilien du nom de Nicolas Zepeda Contreras. Ils se sont laissés durant l'été avant le départ de Narumi pour la France. Puis Seb, est-ce que t'en sais un peu plus, toi, sur ce Nicolas Zepeda Contreras?
Oui, bien sûr. En fait, Nicolas Zepeta Contreras est un étudiant chilien dans la mi-vingtaine qui est auditeur libre à l'université de Tsukuba au Japon. Il est fils d'un riche PDG d'une compagnie de télécommunications chilienne. Il n'a pas vraiment de programme d'études précis. Il souhaite étudier comme auditeur libre et voyager. D'ailleurs, il termine son semestre en 2015, l'année où il a fait la rencontre de Narumi. Les deux se rencontrent dans une activité qui était destinée aux nouveaux étudiants, dont Narumi aussi faisait partie. Il faut dire que l'université de Tsukuba, qui est située à environ 80 km de Tokyo, est reconnue pour ses programmes en technologie. Elle accueille des étudiants d'un peu partout dans le monde. Donc c'est quand même deux personnes, Narumi et Nicolas, qui sont vraiment des étudiants. Nicolas semble un peu plus auditeur libre, oui. Mais Narumi semble un peu plus sérieuse. Les deux fréquentent des universités qui sont quand même assez prestigieuses oui. Dans leur domaine. Oh oui, c'est deux personnes très intelligentes. Là. Nicolas et Narumi s'entendent plutôt bien et vont former un couple assez rapidement. Un couple qui durera assez longtemps, au point tel où ils vont même habiter ensemble pendant 1 an, avant le départ de Narumi pour la France justement à l'été 2016. Les parents de Narumi décrivent Nicolas à l'époque comme étant très intelligent, avenant et très respectueux envers leur fille. Il est même considéré comme un membre de la famille, bien sûr car il passe beaucoup de temps chez eux. Le couple semble vivre heureusement. Ils vont d'ailleurs partir en vacances et publier une vidéo sur YouTube qui documente leurs vacances. Un genre de vlog là, où on les voit tous les deux s'amuser au Japon, visiter des marchés, faire du ski, s'embrasser, etc. Toutefois, comme plusieurs relations, la leur s'essouffle un peu et ils décident de mettre fin à leur couple quelque part à l'été 2016. Ils vont donc se séparer. De toute façon, Narumi doit se concentrer sur ses études et son gros voyage en France qui s'en vient rapidement. Nicolas, lui, repart donc au Chili, sa ville natale, son pays natal, pardon, et il se trouvera un boulot d'assistant professeur à l'université de Santiago, qui est située au Chili. Oui, en fait, une rencontre un peu improbable, mais oui. Comme en même temps, ça arrive souvent sur les campus universitaires, hein, même à Montréal, sur les campus comme McGill qui accueillent là, vraiment des étudiants de partout dans le oui. monde. Ça permet de faire des rencontres avec des gens de différents pays et différentes origines. Et puis là, en fait, ce qui arrive, c'est comment ces gens-là vont se retrouver en France. C'est quand même une autre histoire. On revient tranquillement à notre chronologie. On est en 2016, à l'automne. La session universitaire suit son cours. Tout se déroule bien pour Narumi et avec son nouveau copain français, en fait. Quelques semaines avant le congé des fêtes de Noël, le 4 décembre, les choses vont basculer. En sortant de son cours de danse vers 16h30, Narumi est surprise par l'arrivée de son ex-copain Nicolas, qui la surprend sur le campus du Centre de linguistique appliquée. Apparemment qu'elle s'effondre en pleurs de surprise à la vue de Nicolas. Donc apparemment qu'elle est tout de même heureuse de le voir. Ils se sont laissés quand même en bons termes. Nicolas a tout un programme pour elle. Il a loué une voiture de marque Renault, une Scénic, et il se dirige vers la ville d'Ornans, située à environ 25 km de Besançon. Ornans est la ville du peintre Gustave Courbet. Il y a donc plusieurs choses en son nom, dont un musée à son nom, qui porte son nom, que le couple va d'ailleurs visiter en début de soirée. Je dis le couple, là, mais c'est pas clair, en fait, là, comment ils se comportent exactement. Là. Ils vont ensuite se diriger vers un restaurant, la table de Gustave, encore une fois en l'honneur de Gustave Courbet, pour y passer la soirée. Il s'agit d'un beau restaurant un peu chic où l'on sert des spécialités de la région. Il s'agit aussi d'une auberge où il est possible d'y passer la nuit, mais l'histoire ne nous dit pas si Nicolas avait prévu d'y passer la nuit à cette auberge-là. Dans tous les cas, ils reviennent à Besançon en soirée sur le campus universitaire et les deux vont se diriger vers la chambre de Narumi, la chambre 106 du bâtiment Théodore Rousseau. Nous ignorons à ce moment ce qui se trame entre les deux. Apparemment qu'ils semblaient heureux ensemble et d'agir un peu comme un couple, mais en même temps, ils pouvaient avoir l'air apparemment de se comporter comme de bons amis. Mm-hmm. Donc, j'ai pas lu de témoignages comme quoi il y avait eu des rapprochements, mais somme toute, il semblait avoir une bonne chimie entre les deux. Exact. Entre 3h et 4h du matin, des résidents du campus entendent un hurlement provenant d'une des chambres des résidences étudiantes.
Certains sont réveillés par ce cri court, mais ignorent s'il s'agit d'un cri de peur ou d'une expression de plaisir sexuel. Les choses restent ainsi pendant quelques jours. Le 15 décembre, la nuit vient de tomber sur le campus, une atmosphère de début de vacances règne sur les lieux, quelques étudiants s'attardent encore dans les allées. Certains rient, insouciants, heureux d'avoir enfin du repos. D'autres passent vite leur chemin et semblent observer toutes les ombres avec inquiétude parce que cette journée-là, les policiers s'affairent sur le campus puisque ça fait plusieurs jours que Narumi n'a pas été aperçue et qu'elle est absente des cours d'université et de danse auxquels elle est habituée d'assister. Des rubans de scènes de crime sont posés sur la porte de la chambre de Narumi avec une mention écrite à la main, « Enlèvement et séquestration ». Ça n'augure pas très bien. Toutefois, Narumi est introuvable et 4 jours plus tard, le 19 décembre, un avis de recherche va être lancé en France, mais aussi au Japon, où les proches de Narumi commencent à s'inquiéter sérieusement. Mais Seb, pourquoi les policiers ont pris autant de temps à constater la disparition de la jeune fille? Parce que, en fait, ça faisait déjà 5 jours qu'elle était disparue lorsque les policiers se sont rendus à sa chambre. Oui, t'as raison. Ça a été vraiment un laps dans le temps là, qui était assez important. En fait, au cours des derniers jours, après la rencontre entre Narumi et Nicolas, des proches et amis de Narumi continuaient d'avoir des discussions par message texte avec elle. Et elle justifiait son absence à son entourage de Besançon du fait qu'elle devait s'absenter pour régler des problèmes de visa. Donc, au départ, personne n'était vraiment inquiet de son absence, hein? Mais malgré tout, les policiers avaient un seul et unique suspect dans la mire, Nicolas Zepeda Contreras. Les journalistes nippons ont commencé à le traquer à Serena, au Chili, où vit la mère de Nicolas, ou à Temuco, qui est sa ville natale en fait. Car n'oublions pas, Narumi était japonaise et l'éloignement ne fait qu'accentuer les soucis de la famille et des amis de celle-ci. Hélas, la famille va passer Noël sans leur fille. Ouais, ce qui est assez triste. Ça doit être horrible. Je pensais toujours à ça. Là. Ça doit tellement être long. On dirait que le temps des fêtes, on dirait que étant donné que t'es en congé, t'es moins occupé par le quotidien du travail. Ça doit être encore plus envahissant comme douleur et comme pensée. L'enquête commence en fait. Le lendemain de Noël, le 26 décembre, il y a un mandat d'arrêt international via Interpol qui est alors émis à l'encontre de son ex-petit ami chilien Nicolas Zepeda Contreras, qui a 26 ans au moment des faits. Selon les caméras de surveillance et les témoignages, il est le dernier à l'avoir vue vivante le 4 décembre. Et là, on va en discuter un petit peu plus tôt, mais vraiment, les policiers vont réussir à vraiment établir une chronologie des événements là, en traquant ses moindres gestes, en faisant des liens entre les caméras de surveillance et aussi plusieurs textos et même recherches Google qui ont été faits. Là. Mais oui. Avant d'en arriver là, faut parler un peu de la scène de crime en fait. Oui, absolument. Il y a un peu plus de détails qui ont été révélés justement sur ce que tu parles, Émile, la scène de crime. Les policiers se sont rendus sur le campus, bien sûr, où est située la chambre de Narumi. Ils y découvrent à peu près toutes ses affaires personnelles étaient dans la chambre, les vêtements, l'ordinateur, etc. Par contre, il manque son téléphone intelligent ainsi qu'une grosse valise orange et une couverture de lit. Peu d'autres détails seront dévoilés par les policiers par la suite. Il ne semble pas y avoir eu de traces de sang dans la chambre. Par contre, lorsque questionnés sur la technique employée, les policiers vont évoquer l'étranglement ou encore la suffocation. Oui, en conférence de presse, en fait, les policiers ont pas dit grand-chose sur la scène de crime à part ce qu'on vient de vous mentionner. Ouais. La chambre semblait être assez normale. Justement, il manquait cette valise orange, la couverture aussi. Mais lorsqu'on les questionne, les policiers sont sûrs à 100% qu'il y a vraiment eu un crime dans la chambre, mais sans trace de sang. Donc plusieurs journalistes ont tenté d'évoquer oui, mais est-ce qu'il l'aurait tué par étranglement par exemple, des choses comme ça, et puis il semble être assez d'accord, ils ont été un peu loquaces là-dessus, là, comme quoi la suffocation, l'étranglement pourrait être la cause de la mort. Oui, j'ai de la misère à comprendre comment ils ont pu figurer ça, en fait, mais bon, on le saura pas plus tant qu'on n'a pas d'éléments. Oui, eux prétendent avoir toutes les pièces en main là, pour ça. Là.
et c'est juste nous qui sommes un peu dans le noir. Exact. Ils vont aussi ajouter qu'ils ont trouvé des traces de sang à l'extérieur de la résidence, près de la sortie arrière, ainsi que des traces de pneus de sa voiture. Il est plutôt rare apparemment que les gens se rendent en voiture près de cette sortie de secours-là. Et tout porte à croire qu'il y a eu un départ hâtif, bien sûr, à cause des traces de pneus. Les enquêteurs sont convaincus à 100% qu'il y a eu un assassinat dans la chambre 106 de la résidence Théodore Rousseau, même si le corps de Narumi est toujours manquant. Oui, car apparemment que la chambre de Narumi, la chambre 106, tout près de cette chambre-là, genre en face, il y avait une sortie de secours. Et c'est à l'extérieur de cette sortie-là, non seulement les enquêteurs disent qu'ils auraient retrouvé du sang, mais aussi une dame qui fait l'entretien des résidences aurait corroboré la même chose. Donc, mais c'est étrange qu'il y ait eu du sang là, mais pas dans la chambre en même temps. Puis justement, le départ hâtif de la voiture laisse croire que, potentiellement, peut-être que quelqu'un aurait amené le corps ou la valise ou le corps dans la valise près de cette sortie-là et pour le mettre dans la voiture et de filer là, à toute allure. Ouais, je me demande s'il n'a pas tenté de la manipuler justement à ce moment-là, puis il est peut-être arrivé quelque chose aussi, ce qui explique peut-être le sang. Ouais. Bref. Cependant, Nicolas est parvenu à regagner son pays bien avant que la justice ne s'intéresse à lui. Et Nicolas a bien sûr continué de mener sa vie au Chili comme si de rien n'était. Depuis, par contre, ce fils de bonne famille n'a plus été revu dans son appartement situé dans un quartier chic de la capitale. Il est en fuite, bien sûr, suite à son mandat d'arrestation. Mais tu sais qu'il s'est produit 10-12 jours plus tard, là, après la disparition. Là. Fait qu'il a eu le temps de revenir et de faire sa petite vie. Là. Le 27 décembre, un peu d'espoir se pointe pour l'entourage de Narumi. Un tenancier de bar de la ville de Verdun, qui est tout près de Besançon, affirme dans les médias lui avoir servi à boire et même qu'elle a payé avec sa carte bancaire le 19 décembre. Cependant, finalement, après plusieurs interrogatoires et de témoins, ce n'était pas Narumi, bien sûr. Là. Oui, apparemment que ce tenancier-là était tout de même de bonne foi. Oui, exact. Qu'il a vu quelqu'un qui lui ressemblait, mais ça serait pas elle, malheureusement. Non, c'est ça, c'était pas pour créer des fausses pistes. Là. Le 3 janvier 2017, lors d'une conférence de presse d'envergure, la procureure de la République de Besançon évoque le profil inquiétant et envahissant du suspect obsédé par son ex-compagne. Oui, apparemment qui est parti justement d'un conjoint bienveillant, intelligent et avenant, tout ça, mais là, apparemment que là, les parents auraient parlé à l'avocate comme quoi il avait aussi un tempérament très possessif et envahissant. Oui, suite à la rupture, il a dû avoir une évolution là à travers tout ça. Hein. Et on va le découvrir très bientôt. Le lendemain de la conférence de presse, le 4 janvier 2017, les médias japonais exhument une vidéo troublante qui a été enregistrée en septembre dernier, 4 mois auparavant sur le site Dailymotion. On y voit Nicolas, face caméra, dans une pièce qui semble être une salle de cours ou un grand bureau. Il n'est clairement pas chez lui, ni dans une chambre. Il menace ouvertement Narumi et la somme de remplir de mystérieuses conditions. Cette vidéo a été publiée également sur les médias sociaux de Nicolas, qu'il a ensuite tenté de supprimer, sans succès, le web étant ce qu'il est une fois que quelque chose est déposé dessus, il tombe dans le trou noir du web à jamais. Là. On en écoute un extrait. Vous allez voir, il parle en anglais, Nicolas, mais on va vous traduire par la suite. Recently, Narumi did some bad things which are costing her to follow some conditions in order to keep this relationship. Even though that, I believe we should live in another way. We should live without those conditions, but trusting each other and being honest and not hiding. I think that's much more healthy way to live. That the conditions are applicable, some of them for her whole stay in France, and some others actually forever. And the statement is the next. If Narumi can follow those conditions for 2 weeks, 2 weeks from now, it's Wednesday 7. I will leave the conditions without any effect, effective immediately from that point. So that's gonna be on 21st of September. So if in 21st of September, until 21st of September, she follows all the conditions, I'm gonna just leave them out because I don't want to live that way, and I don't want her
to live that way either. But at the same time, she needs to build trust, and she needs to pay a little cost of what she did, and assume that she cannot go around doing those kind of mistakes with a person who loves her. Donc c'est assez troublant, on en découvre un petit peu plus sur la personnalité de Nicolas, et puis cette relation-là n'avait pas l'air si saine. Donc je vous traduis un peu là, les éléments importants de la vidéo. Donc il nous dit, cette vidéo est un statement, donc un statut, une affirmation. En raison d'erreurs commises par Narumi, elle doit respecter certaines conditions pour pouvoir continuer notre relation. Je préférerais que l'on puisse tous les deux vivre sans ces conditions, mais nous n'avons pas le choix. Certaines conditions concernent son séjour en France, d'autres s'appliquent pour toujours. Elle ne peut pas être en France et agir avec n'importe qui comme ça. En même temps, elle doit regagner la confiance et payer un certain prix pour ce qu'elle a fait. Il lui reste 2 semaines pour respecter ces conditions. Donc, il mentionne le 21 septembre comme date butoir. Elle ne peut pas continuer à faire ce type d'erreur avec quelqu'un qui l'aime. Qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo-là, toi, Seb? Ben moi, la première chose qui m'est venue en tête, c'est est-ce que depuis leur rupture, Narumi entretient une relation par texto avec lui? Ou du moins, pas nécessairement une relation amoureuse, mais est-ce qu'elle entretient quelque chose avec lui? Parce que dans son sous-texte, on dirait du message, c'est comme si il invoquait un peu de jalousie, puis que c'était pas leur entente initiale. Mais par rapport à quoi ils se sont laissés? Mais est-ce que c'est... Puis c'est pas de sa faute à elle, puis c'est peut-être pas ça, tout s'est peut-être passé dans la tête de Nicolas, là. Mais je me demande s'il y a pas eu un entretien qui se faisait, une amitié qui a continué à vivre entre les deux virtuellement, et lui, parce qu'elle a fréquenté quelqu'un en France, ou du moins, fait que c'est l'élément déclencheur, et où, là, avec sa menace, là, tu sais, fait que c'est cet élément-là qui m'intrigue. Mais je suis pas convaincu. Je sais pas si toi, qu'est-ce que t'en penses, hein? Ben, déjà, on est en septembre, on est à la mi-septembre, puis là, ben, en la mi-septembre, ça fait quand même un petit bout de temps que Narumi est en France. Là, elle a commencé même ses études. Et puis là, ça fait quelques semaines, en fait. Tu sais, pas tant. La session, ça commence fin. Mais apparemment, qu'ils se sont laissés quand même pas mal avant ça. Donc, au début de je pense pas qu'en septembre, on soit à un stade où la relation soit ambiguë. Là. C'est apparemment, selon les parents, c'est bel et bien fini depuis un bon bout de temps. Ils habitent plus ensemble. Et puis Narumi, pas qu'elle a refait sa vie, mais bon, elle est jeune, elle se focus sur ses études, elle déménage à Besançon, elle fait ses cours, c'est sa priorité. Elle a même rencontré quelqu'un d'autre. Donc, j'ai de la misère à m'imaginer quelle est cette relation qui perdure entre Nicolas et Narumi. Est-ce que, comme tu dis, justement, ils ont peut-être maintenu quand même une relation virtuelle malgré la distance? Puis, mais est-ce qu'il y avait, je sais pas moi, est-ce que par exemple, il y avait eu une entente financière entre les deux? Tu sais, est-ce que, je sais pas, Nicolas lui avait prêté de l'argent ou quelque chose? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui les liait encore entre eux, malgré le fait que le couple était brisé? C'est ce que je me questionne, en fait, surtout en raison des fameuses conditions, comme si presque il y avait un contrat entre les deux. Ah oui, c'est vraiment étrange, mais ça sonne comme un contrat de couple. Tu sais, dans ce qu'il dit là, que qu'il faut agir, qu'il y a même un prix à payer, puis que la confiance... Pour ce qu'elle a fait. Oui, pour ce qu'elle a fait, puis que la confiance a été brisée. Moi, je trouve que ça sonne gars jaloux, là, tu sais. Comme si, mais je suis pas sûr que Narumi lui a promis fidélité ou quoi que ce soit, là, tu sais. Fait que c'est surtout qu'elle est pas en couple avec lui. Fait que c'est cet élément-là qui est vraiment étrange. Mais d'après moi, il a dû se faire un build-up dans sa tête, là, tu sais, pour en arriver en arriver là. C'est sûr qu'on le saura peut-être jamais, mais...
Puis parce que la vidéo a été publiée, il semble s'adresser aux gens en général, parce qu'il parle de Narumi à la troisième personne dans la vidéo. Et il a été quand même assez maladroit de poster ça, parce que les gens ont quand même réussi à le retrouver. Donc, c'était quoi l'idée derrière ça? Parce qu'on se rappelle, en septembre, évidemment, Narumi est encore vivante. Donc, quel est l'objectif de poster une telle vidéo comme ça? Est-ce que c'était de la menacer? Est-ce qu'il s'est assuré qu'elle l'a vue et puis puis en même temps, Narumi semblait être heureuse de le revoir en décembre. Et du moins là, ou du moins de se comporter normalement. Il n'y a pas eu de témoins qui ont dit qu'il y a eu une crise ou une engueulade dans la journée où ils sont allés au musée et au restaurant. Donc elle semblait pourtant, si j'avais vu une vidéo comme ça à propos de ma copine, j'aurais été troublé, là. Mais peut-être aussi que Narumi n'a pas eu le temps de la voir, cette vidéo-là. Je suis convaincu, en fait, qu'elle l'a pas vu, la vidéo. Ça se peut quasiment pas, tu sais. Puis, parce qu'elle a été quand même difficile à retracer, là. Je veux dire, c'est même les médias japonais en fouillant qui l'ont retrouvée. Avec ce que tu dis, puis justement, son comportement de décembre, ou que j'ai vraiment le feeling aussi qu'elle n'a pas vu la vidéo, elle s'est pas rendue à destination. Mais on le saura jamais. Là. Puis ça n'a pas été dévoilé non plus dans l'enquête, ou du moins dans les éléments que nous, on connaît de l'enquête. Non, évidemment. Mais ça me trotte dans la tête. Est-ce que Narumi avait vu cette vidéo ou pas? Parce que ça aurait pu l'alerter si elle l'avait vue, ou je sais pas, au contraire, peut-être qu'étant prise dans une sorte de contrat ou d'entente avec lui, elle a accepté de le voir à Besançon. Bref. Ouais, mais elle l'a quand même amené à sa chambre. Après, oui. Moi, il y a cet élément-là. Tu sais, si elle avait eu vraiment peur pour sa vie, ou tu sais, c'est ça. Je suis vraiment convaincu qu'elle n'a pas vu la vidéo à cause de ça, parce que elle est claire, la menace là. Elle est pas tant dans le sous-texte que ça là. Il y a vraiment une menace, et l'ultimatum était dépassé. Je veux dire, le 4 décembre, on était déjà dépassé de 2 mois. Là, oui. Son ultimatum, puis elle n'aurait pas accepté tout ça. Là. Fait que j'ai vraiment l'impression qu'elle l'a pas vu, parce qu'elle avait pas peur de lui à la base. Non. Du moins, tu l'amènes pas dans ta chambre, tu sais, au resto, tout ça, t'es quand même en zone neutre, mais la chambre, c'est tellement propice à toutes sortes de choses, en fait. Ah oui, carrément. On revient sur l'enquête rapidement. Le lendemain, le 5 janvier, on se rappelle que la vidéo a sorti le 4, là on est le 5. L'enquête progresse et les données GPS extraites de la voiture louée par Nicolas à l'aéroport de Genève ont conduit les enquêteurs à la forêt de Chaux à la recherche du corps de Narumi. Donc, le trajet, en fait, il semblerait que Nicolas soit arrivé à Besançon via Madrid, premièrement, où il aurait passé du temps, et après à Genève, où il aurait loué une voiture, et là, il aurait conduit en France, parce que Genève, la Suisse, est très près, en fait, de l'est de la France, donc près de Besançon, près aussi de Dijon, où il aurait passé un certain temps aussi. Donc là, les enquêteurs essaient de refaire son parcours. Ça fait combien de temps qu'il était sur le coup, en fait? Comment est-ce que c'était prémédité, cet acte-là? Donc, la forêt de Chaux, qui est une grande forêt qu'on retrouve dans cette région-là, on se rend compte que Nicolas aurait fait plusieurs allers-retours dans cet endroit, quelques jours avant sa rencontre avec Narumi au début décembre. Donc, c'est peut-être le genre d'endroit où on peut facilement dissimuler un corps. Durant ces mêmes jours, selon aussi d'autres preuves amassées, Nicolas s'est aussi rendu dans un magasin à grande surface et il a fait des achats un peu particuliers pour un gars en vacances. On parle de 5 litres de liquide combustible, d'une pioche et du matériel de bricolage, du matériel un peu de construction. Ouais. Et ça, c'est les choses qu'on retrouve grâce à ces relevés de carte de crédit. Très étrange, là. Donc, est-ce que c'était justement un acte prémédité? On peut facilement croire que oui, là. Ouais. Aussi, son ordinateur a été complètement effacé, wipé, comme on peut dire, avec un logiciel spécialisé. Et évidemment, le téléphone cellulaire de Narumi est devenu inactif après un certain temps, après avoir envoyé les fameux textos. Des recherches à grande échelle sont menées en forêt, la forêt de Chaux, pour tenter de retrouver le corps durant plusieurs semaines, mais en vain.
La forêt, en fait, cette forêt-là, là, c'est la deuxième plus vaste forêt feuillue de la France. Si on cumule les nombreux lacs et cours d'eau, ça fait environ 350 kilomètres de terrain à parcourir. Lors de la fouille, les autorités ont circonscrit leurs recherches sur environ 2 à 3 kilomètres carrés. Il n'est vraiment pas évident de faire des recherches dans cette forêt car le terrain est très escarpé puis très accidenté. Oui, il n'y a pas tant de population là, qui habite là, de ce que j'ai lu. Là, c'est énorme. Là. Les traces numériques nous apprennent aussi là, que Nicolas aurait loué la voiture qu'il a utilisée avec Narumi, la Renault Scénic, à partir de son ordinateur alors qu'il était à Dijon le 17 novembre. Donc, on établit là, que le 17 novembre, il était bel et bien en France, à Dijon, quelques semaines avant le crime. Un témoin, là, une témoin japonaise va affirmer avec preuve, et écoutez bien ça, là, que Zepeda lui a demandé de lui traduire des phrases en japonais là, via texto qui correspondent là, à ce qui a été envoyé aux amis de Narumi par la suite, par texto. Donc, ça c'est assez fou. Là. Ah oui, donc, ces messages-là étaient envoyés directement par Zepeda via le téléphone de Narumi qu'il a volé. Là. Donc, lui, il avait une complice au Japon. Ben, complice, elle ne le savait pas, là, la pauvre. Là, non. Elle ne le savait pas, mais on se rappelle qu'il a étudié longtemps au Japon, donc il y a des amis là-bas. Mm-hmm. Donc, il textait une amie au Japon, et puis elle lui traduisait des phrases là, qu'il souhaitait justement par rapport à ses problèmes de visa. Et puis, lui, il envoyait ce texto-là en japonais avec le téléphone de Narumi à ses amis, pour gagner du temps. Oui, en fait. Exact. Ce qui explique entre autres pourquoi ça a pris du temps avant que l'alarme là, soit levée. Là. Suite au mandat d'arrestation émis contre Nicolas de la part d'Interpol, la justice française demande aux autorités chiliennes d'incarcérer provisoirement le suspect pour un interrogatoire. Cependant, le Chili refuse d'obtempérer malgré qu'il soit soupçonné d'avoir planifié son crime et d'avoir dissimulé le cadavre de Narumi. Revirement de situation un peu plus de 10 jours plus tard, les autorités chiliennes plient finalement aux pressions diplomatiques de la France et du Japon et le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, c'est la tête haute et le visage impassible de Nicolas qui apparaît publiquement à Santiago pour répondre à une convocation de la Cour suprême de son pays. S'il reconnaît sa présence à Besançon, il nie toute responsabilité et a fortiori toute préméditation dans ce que la justice française considère comme un assassinat. Donc, le suspect a alors livré là, une version peu convaincante là, de la chronologie des événements, exactement, qui est non compatible avec certains faits là, objectifs relevés par l'enquête. Quelles sont ces affirmations, Seb? Justement, il nous parle de justement les enquêteurs le questionnent par rapport à son déplacement, la raison qui a motivé son déplacement à Besançon depuis Santiago. Ah, c'est juste un pur hasard. Son voyage en Europe où il débarque le 28 novembre, c'était le seul objectif, c'était pour aller en Suisse pour y préparer un 3e cycle. Et ensuite, son escale en Espagne, ce n'était que pour y voir son cousin. Mm-hmm. Le jour de son arrivée dans la péninsule ibérique, qui est en Espagne, il aurait reçu un email justement de Narumi. Et dans ce fameux message, la jeune japonaise lui aurait reproché ouvertement d'avoir mis fin à leur relation, laquelle s'était pourtant terminée, comme on disait, d'une manière très consensuelle. Nicolas s'étonne donc du ton adopté et décide, en bon pacificateur, de purger les tensions entre eux. De plus, Narumi lui a assuré qu'un séjour en Franche-Comté valait le coup. S'il est sceptique, Nicolas se dit qu'il s'en assurera par une visite sur place. Il dit avoir pris le train depuis Genève, alors même que sa voiture de location était déjà repérée en France, et avoir retrouvé son ex le dimanche 4 décembre. Déjà là, c'est plein de mensonges dans tout ce qu'il mentionne. Philosophe, il dit qu'à la fin de sa réponse, au courriel de Narumi, il lui a dit que l'amour est plus fort que la haine. Mais là, on n'a pas de preuve de ces affirmations-là. Non, exactement. Ce n'est que des oui-dire. Ce n'est que son témoignage au Chili. Là. Oui. Les autorités françaises n'étaient pas sur place à ce moment-là. Là. C'était vraiment que le seul témoignage. Il nous explique ensuite son arrivée en sol français. Et je le cite. Nous nous sommes retrouvés le dimanche 4 décembre dans l'après-midi alors qu'elle était chez elle. C'est aussi un mensonge. Elle était surprise et en pleurs. Nous nous sommes enlacés et je lui ai raconté la raison de mon voyage en Europe.
Après leur retrouvaille, l'ancien couple est allé dîner dans un restaurant de la ville de Ornans, qui est près de Besançon, comme on vous a dit tout à l'heure. Il dit avoir choisi ce restaurant-là car le dimanche, selon lui, les restaurants sont fermés à Besançon. Ce qui est évidemment faux, là. Besançon, c'est une ville de 100 000 habitants, là. Donc, ce mensonge, en fait, parmi tous les mensonges, laisse vraiment croire que Nicolas a menti aux autorités chiliennes. Ouais. Selon son récit, il serait ensuite revenu dans la chambre de la jeune femme pour y avoir des rapports intimes. Et le cri de Narumi qu'on a entendu dans la nuit serait seulement que du plaisir après une relation sexuelle que finalement, elle aurait finalement regretté. Okay. Et que Nicolas a quitté en pleine nuit la chambre. Les deux s'étaient supposément promis de se revoir dès le lendemain. Par contre, il n'a jamais donné de nouvelles. Il n'a jamais cherché non plus à lui en donner. Et il a regagné la Suisse le 7 décembre, puis il est retourné au Chili le 12 décembre. Une semaine après son interrogatoire, les autorités de Besançon ont diffusé un communiqué de presse sur l'affaire. Évidemment, mais le juge chilien regrette l'absence du corps et la demande d'extradition est toujours en cours d'élaboration. Donc, ce qu'on peut comprendre dans le sous-texte, c'est que le juge a des doutes, étant donné qu'il y a l'absence de cadavres. On dirait que la justice chilienne n'a jamais voulu obtempérer ou collaborer à cause du manque de cadavres. Oui, comme puis... si pour eux, c'était pas une preuve suffisante, tout ce que les enquêteurs pouvaient avoir trouvé. Mais je sais pas jusqu'à quel point, même au niveau pas juridique, mais policier légal, au niveau de l'enquête, qu'est-ce qu'ils ont transféré la police de Besançon aux autorités chiliennes? Tu sais, je sais pas s'ils ont tout transféré le dossier, toutes les preuves. J'ai un petit doute là-dessus, justement, qu'ils ont dû se garder tout de même un pouvoir de réserve ou je sais pas, mais il y a quelque chose qui me chicote par rapport au transfert d'informations par rapport à ça. Oui, je sais pas non plus. Tout ça, c'est assez gardé secret. Puis je comprends aussi parce que c'est quelque chose qui est encore en cours et puis il faut pas trop en dévoiler. Mais au moins, je veux dire, les autorités chiliennes doivent être au courant de ce que nous on est au courant. Et puis, ben tu sais, je veux dire, on n'est pas juge, on n'est pas avocat, mais selon moi, il y a matière à un interrogatoire serré là ici là. Ouais, absolument, absolument. Puis tout son voyage, c'est ça, c'est qu'il ment, mais on dirait qu'il est pas conscient que la police a déjà plein de réponses aux questions qu'il lui pose en fait. Mm-hmm. Puis justement le fait qu'il mente, ben c'est facile de faire des corrélations puis d'identifier les mensonges. Là. Oui, puis là, il gagne énormément de temps. Puis pendant tout ce temps-là, on trouve pas le corps de Narumi. Puis pendant tout ce temps-là, les preuves disparaissent. Mm-hmm, absolument. S'il l'a enterré, s'il l'a brûlé, on sait qu'il a acheté du liquide inflammable. Mm-hmm. Ben plus ça avance, moins il y a de preuves là. En plus, je sais pas si ça s'est terminé dans une forêt, mais les animaux, tout ça. Ben oui, puis le corps ça décompose. C'est très grave là. Cette perte de temps-là nuit énormément à la justice, selon moi. Là. Ah oui, là-dessus, il y a comment je pourrais dire, il a bien joué son coup, entre guillemets, là, comprenez-moi bien, là, mais tout le temps qu'il a fait perdre aux enquêteurs, ça lui a énormément servi, là, tu sais, le temps de décomposition du corps aussi, là, tu sais, il y a tous ces délais-là, là, qui aident au fait. La présence d'ADN disparaît. Ben oui, et puis comme tu dis, les animaux, c'est certain que, tu sais, s'il y a des restes de chair après quelques jours, ça restera pas là, je suis convaincu, là. Ah ouais. À l'arrivée du printemps, le 12 avril 2017, une seconde large battue dans le bois de Parcé à la recherche du cadavre de Narumi est effectuée et 80 policiers y sont mobilisés. Malheureusement, toujours sans résultat. Près de 5 mois plus tard, on ignore toujours sa localisation. Les mois s'écoulent et l'enquête piétine faute de cadavres et de suspects à interroger. Car le seul suspect, c'est vraiment Nicolas. Il y en a pas d'autres. Non, exact. Près d'1 an après sa disparition maintenant, le 1er décembre 2017, la police diffuse un nouvel appel à témoins à propos d'une valise orange qui serait le seul objet ainsi qu'une couverture de lit à avoir disparu de la chambre de Narumi dans cette fameuse nuit du 4 décembre. Cependant, malgré tous les efforts déployés par les autorités, toujours aucune trace d'elle, ni de la valise, ni de la couverture. Non, c'est ça. Puis ce qui est étrange, parce que la valise, ils ont dû s'en rendre compte assez rapidement. Puis pourquoi ça a pris 1 an encore là avant qu'ils fassent un appel à témoins qui diffuse publiquement qu'ils recherchaient cette valise-là.
je comprends pas non plus pourquoi. Est-ce qu'ils s'en sont rendus compte plus tard parce que, tu sais, les policiers, ils savent pas l'inventaire. Quand tu rentres dans une pièce, ils connaissent pas l'inventaire de la chambre à Narumi, là. Mais c'est quand, je pense que quelque part, c'est le genre d'info que peut-être seul le tueur sait. Ouais. Fait qu'il faut être vraiment délicat quand on diffuse ce genre d'infos-là. C'est pour ça qu'ils diffusent rien d'autre à propos de la chambre. Tu sais, il y a peut-être des je sais pas moi, des traces de lutte dans la chambre. Il y a peut-être des choses qui ont il y a peut-être de l'ADN, il y a peut-être même quelque chose du tueur qui est dans la chambre, mais ils n'en disent rien parce que c'est de l'information que seul le meurtrier connaît. Tu sais, est-ce qu'il l'a assassiné avec un oreiller? Ils nous diront pas à nous. Tu sais, est-ce qu'il l'a assassiné avec ses mains, avec un sac? On parle de suffocation, d'étranglement, donc je pense que c'est pour ça qu'ils sont un peu hésitants là-dessus puis qu'ils ont peut-être attendu longtemps. Là. On fait un bond dans le temps là, et 7 mois plus tard, là, le 20 juin 2018, les parents et la sœur de Narumi font le voyage du Japon pour rencontrer les policiers et magistrats bisontins, là, les habitants de Besançon, et pour se trouver un avocat pour les aider. Pour eux, la mort de Narumi reste inconcevable. C'est sûr, là, je les comprends. Hein. Pauvre, là. Tu sais, c'est 1 an et demi plus tard, là, t'imagines. Le 19 novembre 2018, le procureur annonce l'abandon des recherches du corps et annonce qu'une demande pénale internationale préalable à la demande d'extradition va être émise à l'attention du Chili, afin finalement de pouvoir procéder sur place à l'interrogation de Nicolás Zepeda Contreras. Pendant tout ce temps, là, il est toujours au Chili, où il est à l'abri de la justice française. Et le 26 mars 2019, là, vraiment la semaine dernière, un tournant important risque de faire basculer l'enquête. Un juge chilien accepte enfin d'interroger rigoureusement le suspect, qui est maintenant âgé de 28 ans. Le tout se déroulera à la mi-avril de cette année, donc on va vous tenir au courant. L'objectif du procureur de Besançon est que le Chili juge les charges suffisantes pour mettre Nicolas en examen, ce qui ouvrirait la possibilité de l'extrader en France. Donc on est vraiment ici là, dans les stratégies diplomatiques. Cependant, le camp Zepeda Contreras, qu'on se rappelle, est très influent. Son père est PDG d'une grande compagnie là-bas. C'est normal qu'il soit protégé comme il l'est actuellement. C'est pas n'importe qui. Là. Donc, le camp de Nicolas, qui a désormais accès au dossier judiciaire, aura forcément peaufiné une stratégie de défense et ses parents ont les moyens de payer là, pour des bons avocats. Ils bénéficient d'un atout, l'absence de corps, évidemment, on y revient toujours, que les policiers s'échinent toujours à retrouver, sondant à intervalles réguliers là, cette fameuse forêt de Chaux où ils soupçonnent Nicolas de l'avoir dissimulé, étant donné là, les nombreux allers-retours qu'il a fait dans cette région-là avant le crime. Mais est-ce qu'il aurait fait ça pour fausser les données? Ben oui, c'est possible aussi. Parce qu'il a peut-être marché à pied aussi, il s'est rendu à un endroit, puis après ça, il a pu, c'est sûr qu'un corps, c'est quand même pas évident, mais dans une valise, à la limite, ça peut se rouler. Est-ce qu'il a décidé de marcher encore plus loin pour justement dire, comme tu dis, fausser les pistes? On le sait pas. Selon l'avocate de la famille Kurosaki, là, maître Sylvie Gallet, 2 scénarios opposés sont au final possibles. Premièrement, le Chili accepte l'extradition. Donc, selon ce scénario-là, Nicolas est livré aux autorités françaises. D'autres actes d'instruction pourraient alors compléter le dossier avant un procès aux assises à Besançon pour rien d'autre que assassinat. La deuxième option serait que le Chili refuse l'extradition, évidemment. Et là, dans ce cas-ci, c'est la douche froide. Là. Dès lors, la justice française peut se défausser là, au profit de son homologue chilienne, libre de stopper ou non les poursuites. Autre option, plus probable, le suspect sera jugé et peut-être condamné à Besançon en son absence. Donc, aucun traité d'extradition n'existe entre les pays. Mais lorsqu'il y a des cas majeurs comme celui-ci, là, des crimes capitaux qu'ils appellent, il est possible d'en venir là. Donc, on pourrait le juger en France même en son absence. Mais à ce moment-là, est-ce qu'il serait pas forcé de purger sa peine en France? Là, mais il pourrait être jugé d'avance. Mais on aurait d'autres problèmes après. Là. Non, il serait condamné. Puis même actuellement, il peut pas sortir du Chili quand même. Hein? À cause du mandat contre lui à l'international, il est quand même toujours obligé de rester au pays. Mais j'ignorais, j'avoue, avant de fouiller ce dossier-là, qu'on pouvait quand même condamner quelqu'un qui est pas présent dans le pays. T'sais, il fera pas de prison. C'est juste qu'il... Je comprends, c'est un peu... On l'a vu dans le cas d'Amanda Todd.
Oui, t'as raison. Le néerlandais, en fait, il a été condamné, mais pas dans son pays. Ben non, t'as raison. Puis même au Canada, il est supposé de pouvoir, il était extradé, entre guillemets, au Canada pour son procès au Canada. Puis c'est vrai, il purge une peine, je sais plus aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, exact. Donc effectivement, ça existe, t'as raison. Donc c'est assez particulier. Oui. Les proches de Narumi, eux, restent dans une souffrance absolue, dans l'ignorance à propos de ce qui lui est réellement arrivé. Et Nicolas Zepeda Contreras va-t-il, oui ou non, un jour révéler ce qui lui est arrivé à Narumi? Entre-temps, c'est une situation vraiment tragique. Tout le monde est dans le néant. La famille est en peine. Et évidemment, tous ses amis aussi japonais et français, et même son petit ami, il faut pas l'oublier, elle en avait un. Ouais. Ben, tous ces gens-là en ce moment sont en quête de réponses. Et c'est très difficile pour eux. On a contacté quelques proches de Narumi de notre côté, à nous. On a échangé quelques mots, rien pour évidemment en faire un témoignage dans le cadre du podcast. Mais bon, les gens sont très attristés. Ces professeurs nous disent que eux, ben selon leur devoir de réserve, peuvent pas vraiment s'exprimer sur le sujet. Ouais. Des gens de son école de danse aussi. Donc, elle était très appréciée là, des membres de son école de danse. C'est très touchant. Et puis, mais tous ces gens-là, en fait, sont sans réponse. Et puis, surtout la famille au Japon, qui est en plus très loin physiquement et du Chili et de Besançon, les lieux du crime. Donc, ça doit être une situation horrible à vivre. Oui, exactement. Puis même, je bonifierais, parce que l'avocate qui est engagée par la famille de Narumi est payée par l'université. Oui. En fait, de Besançon, par le centre linguistique. Et mais par contre, pour disons son interrogatoire qui va avoir lieu dans 2 semaines au mois d'avril, l'université a refusé de payer pour envoyer l'avocate sur place au Chili. Et c'est quand même une triste nouvelle parce qu'elle aurait pu quand même en tant qu'avocate de la famille amener un certain point de vue ou du moins baliser un peu peut-être l'enquête là, tu sais, pour que ça. Tout à fait. Et ça c'était quand même une dure nouvelle malgré que on peut pas en vouloir à l'université non plus. Là. Ils ont défrayé à ce qu'ils disent quand même plusieurs pendant quelques années. Oui, c'est ça. Là, l'avocate était toujours sur le dossier là, donc c'est ça, mais ça, j'avoue que je trouve ça triste que l'avocat ne puisse pas être là. Mais bon, au moins les autorités, c'est eux qui ont le plus de pouvoir, là, c'est les autorités françaises. On se réconforte. On a fait un peu le tour de la chronologie des événements. Seb, on peut passer aux théories, là, si on en a, évidemment, parce que il y a pas tellement place au mystère là-dessus, si ce n'est que de se questionner sur le pourquoi de ce crime-là. Moi, je pense que c'est là que réside le mystère. Mais oui, c'est vraiment une histoire qui crève le cœur et puis qui doit être énormément difficile à vivre pour la famille. Ah oui, ça doit être horrible. Puis toi, Seb, qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire-là là, qu'on connaissait pas, nous, a priori, en fait, là? Non, pas du tout. J'avais jamais entendu parler de ce cas-là. Et ce qui me chavire un peu, c'est ce qui a pu l'amener à faire ce geste-là. Là. Tu sais, pour faire le voyage quand même du Chili. La motivation, le mobile. Oui, exact. Là. Puis avec, tout est parti de sa vidéo de menace là, du mois de septembre, quelques jours avant de l'enlèvement et l'assassinat du moins présumé de Narumi. Est-ce que c'est un genre de gars vraiment jaloux, possessif, qui n'est pas capable de se défaire de quelqu'un parce que c'était vraiment... Puis est-ce qu'il était comme ça pendant qu'il était avec elle? Parce que Narumi, c'est vraiment une belle fille. Fait que selon moi, elle devait quand même attirer le regard des gars. Puis si t'es pas capable de vivre avec seulement ça, là, je parle pas d'infidélité, mais de juste de vivre avec ça, c'est vrai que ça peut rendre... Il y a des gars qui virent fous avec ça. Là. Puis si en plus elle est à l'étranger, il peut pas la contrôler... J'ai l'impression qu'il a snappé dans sa tête. Est-ce que ça se peut qu'il y ait une grande part d'imagination là-dedans aussi, qu'il s'imaginait vraiment des choses. Il a sans doute su par les branches que Narumi s'était fait un nouveau petit copain en France. Est-ce que lui vraiment ça l'a fait complètement basculer mentalement à ce point-là? Est-ce qu'il s'imaginait qu'il avait été, je sais pas moi, trompé pendant un certain temps sans qu'il sache ou j'ai l'impression que comme tu dis il a peut-être snappé à un moment donné puis
y a peut-être une certaine paranoïa là, qui est sortie de tout ça. Ah, je suis convaincu que c'est ça. Sa vidéo semble vraiment aller vers ça. Et même ça a l'air d'un dangereux là, dans la vidéo. Puis il est tellement... on va vous la mettre sur le site, là, pas d'inquiétude, mais vous irez la voir, sincèrement. Son attitude un peu détachée, puis même à la fin, comme relax. Arrogante, même. Oui, arrogante, oui. Puis si tu n'écoutes pas ce qu'il dit, tu fais juste regarder son non-verbal. C'est comme chill, tu sais, à la fin, il fait quasiment un signe de peace, là, tu sais, c'est vraiment étrange, son attitude. Oui, c'est malaisant. Oui, vraiment, là. Puis l'autre point, lui, est-ce qu'il y avait une copine? Tu sais, je me suis posé la question, est-ce que, au moment des faits, est-ce que lui, il avait une blonde? Tu sais, c'est pas que ça change tant que ça, les faits, mais selon moi, il ne devait pas avoir de blonde, parce que tu snaps moins pour une autre fille, généralement, quand t'as quelqu'un d'autre dans ton cœur, mais tu sais, même ça, je me questionnais, tu sais, s'il y avait une blonde, tu sais, elle, comment que tu réagis quand ton chum a un mandat d'arrêt contre toi, là, tu sais. Oui. Il y a cet aspect-là aussi qui me troublait, puis même ses parents, tu sais, même quand c'est ton fils, tu sais, je comprends que tu veux le protéger du mieux que tu peux, mais on parle très peu du rôle des parents, là, tu sais, je comprends qu'il est majeur, mais malgré tout, il y a tout cet aspect-là qu'on n'entend pas vraiment de Oui, l'histoire. les parents de l'accusé semblent assez absents, là. Oui, exact, parce que je sais que le temps avant qu'il ait son mandat d'arrêt international, lui avait continué sa vie, s'était trouvé une job d'assistant professeur, mais dès qu'il a eu son mandat, là, il s'est mis à se cacher un petit peu plus. Mais il se cachait où, là, tu sais? Puis tu sais, le Chili, c'est pas si grand dans le sens que, tu sais, il y a tous ces aspects-là qui me laisse un peu perplexe là, dans toute l'histoire. Et toi, Émile, c'est quoi tes opinions par rapport à tout ça? Ben un peu comme toi, tu sais, les fameuses conditions dont il parle dans la vidéo, tu sais, quelles étaient ces conditions-là? Est-ce que c'est juste dans sa tête à lui où il y avait vraiment un accord passé là, entre lui et Narumi? Est-ce que vraiment il y avait une relation contractuelle? Est-ce qu'elle lui devait de l'argent? On sait que son père est riche. Je sais pas s'il a aidé à financer les études, mais je sais en même temps que Narumi a eu plusieurs bourses d'études, donc peut-être pas en même temps, mais quel était sur quoi c'est basé là, ces fameuses conditions-là? Moi, ça me chicote vraiment. Puis aussi, qu'est-ce qu'il a fait du corps, en fait? Parce qu'on se rappelle, lui, il est parti du Chili, il est allé en Espagne, par la suite à Genève et en France par la suite. Donc, il est pas dans un lieu qui fréquente énormément. C'est pas un gars qui connaît la région, là, comme, je sais pas moi, des chasseurs du coin, en fait, qui connaissent les boisés et les repères. Il y avait une voiture louée, tu sais. C'est super facile de retrouver une voiture louée. Oui, ben oui. Donc, c'est super facile de retrouver cette voiture-là, de faire des tests dans cette voiture-là, des tests d'ADN et tout ça. On n'a aucun détail là-dessus. Non. Malheureusement, je présume que les autorités ont tout ça en main. Mais nous, on le sait pas, évidemment. Mais, donc, c'est comment il a fait pour se débarrasser de ce corps-là? En fait, je trouve que c'est quand même un grand exploit de faire ça dans un pays qui est pas le tien, là, si loin de ce que tu connais. Donc, il aurait acheté 5 litres de liquide inflammable, mais 5 litres de liquide inflammable, c'est pas beaucoup pour se débarrasser d'un corps là, qui est composé à 70% d'eau. Oui, oui. On le sait, là, brûler un corps, bon, certains diront que ça prend un incinérateur qui est toujours à un degré très élevé, mais ça a été un peu debunké, ça, notamment dans le procès de Stephen Avery. C'est possible à la maison de faire, à la maison, c'est possible sans incinérateur de faire brûler un corps, mais ça prend des heures d'entretien. Là, je crois que les gens, dans le cas de Stephen Avery, ont réussi à le reproduire dans un délai de 6, 7, 8 heures environ, mais c'est un feu qui est constamment alimenté, là, donc avec 5 litres de combustible, je suis pas sûr qu'on va loin. Donc ça prend vraiment, il faut alimenter ce feu-là à un degré très très élevé, et puis ça attire l'attention, faire un gros feu, là. Même si c'est dans la forêt de Chaux qui est très grande, ça peut attirer l'attention, c'est un gros feu. Donc est-ce qu'il aurait acheté ces bouteilles de liquide inflammable là dans le but de fausser les pistes? Est-ce qu'en fait il l'a enterré? Moi aussi, ça fait partie du mystère, là. C'est des choses que je crois qu'on va savoir une fois qu'il va avoir un vrai procès puis qu'il va être extradé. Non, effectivement. Mais tu sais, la forêt, je me suis même demandé, est-ce que d'avance il avait choisi cette forêt-là parce qu'il a dû googler, là, tu sais, ça peut se trouver quand même, le grosse forêt France, tu sais. J'ai l'impression quand même qu'il a planifié ça, étant donné ses différents allers-retours. Oui, il a dû repérer. Puis j'y repense pendant que tu parlais. Tu sais,
le combustible, est-ce que au lieu de brûler le corps, il a dû l'enterrer, étant donné qu'il a acheté une pioche, mais est-ce que justement le combustible ne servait peut-être pas juste à éliminer la valise, les draps et les vêtements, d'autres preuves, toutes d'autres preuves qui peuvent être un peu plus faciles à brûler rapidement, oui, et que par la suite il a enterré le corps, et justement lorsqu'une décomposition, s'il n'y a pas de vêtements, mais c'est les vêtements que c'est plus long à décomposer, donc c'est peut-être plus facile à dissimuler. C'est vrai. Mais c'est tellement, tu sais, je l'ai jamais vu cette forêt-là, mais juste les photos que j'ai vues sur Internet, et la taille, c'est vrai que c'est immense. Puis je me mets dans la peau des policiers, tu sais, enterrer quelqu'un, si tu fais ça comme il faut, j'imagine que, tu sais, ça peut ne pas paraître non plus, là, tu sais. Puis 10 jours, 30 jours, même les recherches en forêt, ça a pris vraiment du temps, outre que l'enquête débute. C'est plus qu'un mois plus tard. Mais il a gagné beaucoup de temps, là. On est à 2 ans après les faits, même un peu plus. Le corps a le temps de se décomposer, il a le temps de se faire manger. Oui, par des animaux, donc c'est vraiment fou en fait. Mais la question que moi je me suis posée par la suite, c'est est-ce que c'est possible de faire condamner des gens pour meurtre sans cadavre? Ouais. Puis en fait, oui, c'est possible. Puis même dans certains cas, ce qui est peut-être encourageant pour ce cas-ci, c'est que lorsque le meurtrier en fait a fait tout ce qui est possible pour camoufler pour cacher l'information face à où est-ce qu'il a mis le cadavre, ça compte comme facteur aggravant. Okay. Donc, en fait, ça peut nuire aux preuves, mais en même temps, s'il réussit à prouver qu'il a vraiment dissimulé l'information volontairement par rapport au cadavre, ça va jouer contre lui, tu sais. Puis on l'a vu dans certains cas, notamment dans les cas de tueurs en série, où ça s'est vraiment produit. Dans le cas de Jeffrey Dahmer, par exemple, qui est un des plus grands tueurs en série, en fait, il y a 4 personnes qu'il a assassinées, le James Dockstader, Richard Guerrero, Edward Smith et David Thomas. Donc, dans ce cas-ci, les corps auraient été démembrés là, et jetés dans les poubelles, comme un peu était le modus operandi de Jeffrey Dahmer. Donc, on n'a pas retrouvé ces corps-là, mais il a quand même été condamné au meurtre de ces 4 personnes-là et d'autres évidemment, mais ça a joué dans la balance. Aussi Albert Fish, qui est un des plus grands tueurs en série, lui aussi, au début du siècle, là, dans les années 20. En fait, lui, il aurait tué la jeune Grace Budd en 1928 et il aurait confessé là, dans une lettre à sa mère, imagines-tu, de l'avoir mangé sur une période de 9 jours. Donc, c'est assez troublant. Mais Albert Fish, il y a un épisode de Ars Moriendi sur lui. Là, je vous conseille d'aller l'écouter. En tout cas, c'est toute une histoire. Ah ouais, c'est fou. Hein? Ben, ça fait sauver un peu d'épicerie. Oui. Mais de toute façon, ce gars-là, Albert Fish, a tellement fait de meurtres que je veux dire, il n'y a pas assez d'années dans une vie pour la peine qu'on l'a condamné. Mais il a quand même été condamné pour ce meurtre-là de cette jeune Grace Budd qu'on n'a pas retrouvé le cadavre. Et plus près de nous, là, une autre histoire, en fait, 1er novembre 2018, quelqu'un que moi je connaissais personnellement, que mon cercle d'entourage connaissait personnellement, la jeune Josiane Arguin, en fait, qui est disparue là, plus tôt là en novembre 2018. Une histoire extrêmement triste, en fait. Là, sa maison a été fouillée entièrement à la recherche d'indices par les enquêteurs du service de police de la ville de Montréal et aussi des unités des crimes majeurs de la Sûreté du Québec. Et puis en fait, son conjoint à Josiane, Simon Brindamour, a été accusé de meurtre là, au second degré de Josiane et d'outrage à son cadavre, dont il aurait disposé dans les poubelles et le corps n'aurait toujours pas été retrouvé. Ouais, triste Donc, histoire. Oui, triste histoire. Le procès n'a pas encore eu lieu, on va vous tenir au courant, mais le fait qu'il n'y ait pas de cadavre n'empêche pas le fait qu'il est formellement accusé. Et que ça va le suivre. Là. Donc, ça n'a pas nuit aux procédures, ça va même jouer en tant que facteur aggravant puisqu'il l'a dissimulé et puis qu'il a caché l'information aux policiers. Donc, il y a de l'espoir, même s'il n'y a pas de cadavre, il y a moyen quand même de faire condamner des accusés. Il y a plein d'autres exemples dans plein de pays de gens qu'on a réussi à le faire. Donc, de ce côté-là, je pense que cet individu-là, là, Nicolas Zepeda Contreras, joue en ce moment sur du temps emprunté. Ah oui, vraiment. Puis tu sais, ça fait du sens. C'est logique, en fait, qu'on puisse condamner des gens, même s'il n'y a pas de cadavre. Quand tu as toutes les preuves qui t'amènent vers ça, tu sais, je veux dire, à un moment donné, on est des êtres humains aussi, on comprend, on est capable d'être logique puis d'analyser de l'information. Donc, ça fait vraiment du sens, mais c'est super intéressant, les cas que tu as amenés.
Ça conclut cet épisode hors saison, chers distordus. J'espère que vous avez apprécié. Ça va nous faire plaisir de se revoir dans la vraie vie parce que vous le savez, on est en petite tournée pendant le mois d'avril. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir au Meetup sur Paris, sur Québec pendant le Salon du Livre. Tous les détails sont sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre évidemment sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, YouTube aussi. On est là et on regarde, on lit tous vos messages bien évidemment. Oui, bien sûr. Et puis n'oubliez pas, sur notre site web distorsionpodcast.com, vous pouvez trouver tous nos épisodes et trouver de la marchandise aussi. Si vous voulez refaire votre garde-robe estivale, eh bien, il y a tout ce qu'il faut sur notre site de distorsionpodcast.com. Seb, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce soir? Suivez bien nos traces numériques pendant notre périple des prochaines semaines. Si nous disparaissons, ce sera à vous de nous retrouver.